Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au tennis club de Boulogne-Billancourt de l'infrastructure Le Gallo. Ils ont la gentillesse de nous accueillir pour notre émission. Bienvenue dans le magazine Ça vous concerne. Merci d'être là en ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, une émission consacrée au sport et à l'éducation. Nous irons d'abord au collège Landowski où les professeurs d'EPS ont dû redoubler d'efforts et d'imagination pour donner cours avec les nouvelles mesures sanitaires, à chaque fois en s'adaptant. Dans le centre de formation de basket des Metropolitans 92 à Boulogne-Billancourt, les journées sont rythmées entre les cours de maths, de français, mais aussi des heures d'entraînement pour les élèves, parmi lesquels peut-être certains deviendront des basketteurs professionnels. Vous découvrirez leur quotidien dans notre émission. Et enfin, l'aviron comme pratique d'EPS au lycée. C'est à Boulogne que des jeunes entre 15 et 18 ans ont la chance de pratiquer ce sport hors du commun. Nous aurons le plaisir et la chance d'avoir avec nous deux invités. D'abord le docteur Jean-Michel Cohen qui viendra nous parler des conséquences du confinement sur la santé des Français. Et Emeline Ndongué, ex-vice-championne olympique de basket et responsable du pôle éducation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors restez avec nous dans Ça vous concerne. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CVC. On attend vos réactions avec impatience. Alors, pendant cette crise sanitaire, comment est-ce que les enfants ont eu cours d'EPS ? Au collège Landowski, les professeurs donnent cours en extérieur et masqués, évidemment, pour éviter la contamination à la Covid-19. Mais depuis un an, les mesures sanitaires continuent de changer. Il faut à chaque fois s'adapter. C'est ce que vous allez voir dans notre reportage d'Estelle Walton, Lounès Gramet et Joseph Bontemps. Depuis déjà un an, 12 millions d'élèves vivent leur parcours scolaire au rythme de la Covid-19. Difficile pour eux de respecter les gestes barrières en jouant avec leurs camarades. Et pour les profs de sport, c'est un véritable challenge. On va s'entraîner d'abord à lancer le frisbee, progressivement, et après, petit à petit, essayer de le faire sous forme d'opposition. Nicolas Bermond est professeur d'EPS au collège Paul Landowski. Il a su modifier le programme en fonction des nouvelles contraintes. Exit la plupart des jeux collectifs, les sports de combat ou de contact. Aujourd'hui, c'est frisbee. Maintenant qu'on est en extérieur, on va dire que les contraintes sont un peu moindres qu'en intérieur, puisqu'on considère que dehors, il y a moins de risques de contamination. Malgré tout, vous voyez que les élèves ont tendance à garder le masque. La distanciation, on la gère le plus possible, mais d'eux-mêmes ne sont pas toujours capables de prendre en compte cette règle-là. Mais voilà, de manière générale, on arrive quand même à fonctionner et à faire des choses assez intéressantes. Mais il a d'abord fallu remettre en forme les élèves qui avaient passé 3 mois chez eux. Suite au premier confinement, on avait repris donc tout début du mois de juin en 2020. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'était aperçu que l'inactivité, la sédentarité des élèves avait posé problème. Et certains avaient un peu plus de difficultés à reprendre l'activité sportive. Face à cette nouvelle vague épidémique, le ministère de l'Éducation a renforcé le protocole sanitaire. 2 changements notables, une distanciation d'au moins 2 mètres en cas d'activité sportive et l'interdiction des rencontres entre établissements ou entre différents groupes d'élèves. La proviseure Barreau Gauthier et son adjoint échangent régulièrement pour adapter au mieux le cursus. Et pendant le sport ou les repas à la cantine, prévenir les risques de contamination tourne au casse-tête. Ils ont besoin de se défouler, quoi. Ils ont un surplus d'énergie, donc c'est important qu'ils pratiquent. Donc nos professeurs de sport ont besoin tout le temps de se réadapter. C'est pas simple, il y a une continuité dans les programmes. Donc ce qui ne sera pas fait au collège devra être poursuivi au lycée sur des compétences précises. Il y a la pratique sportive, mais il y a aussi la théorie. Donc on leur a attribué une salle pour justement, en cas de problème météo, avoir une soupape de sécurité, de garder leurs élèves en endroit clos, mais aborder l'éducation physique et sportive par une autre entrée que la pratique, mais par la théorie. Le gymnase du collège laissé vide a même pu être transformé en centre de vaccination. Et avec l'arrivée des vaccins,
Professeurs et élèves espèrent tous retrouver une activité normale pour la rentrée de septembre. En attendant, M. Bermond compte bien en profiter pour amener les élèves vers la nature. Eux, ils sont toujours demandeurs. Ils n'ont pas d'autres activités sportives en dehors. Donc c'est vrai que l'EPS est leur seul moyen de bouger. C'est bien aussi de sortir un petit peu du cadre de l'établissement, de la salle de classe. Ils en ont besoin, on est aussi là pour ça. Et donc eux, ils sont assez contents de venir ici et ça reste d'assez bonnes conditions de travail finalement. Voilà, préparez vos mains, demandez avec les mains le frisbee. Aujourd'hui, les écoles sont ouvertes, mais peut-être que demain, elles vont une nouvelle fois fermer et les parents devront trouver des solutions justement pour que leurs enfants se dépensent. C'est l'heure de notre premier entretien et nous accueillons le docteur Jean-Michel Cohen qui va venir sur notre plateau. Bonjour. 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 Alors, ça fait un an, on a un an de crise sanitaire derrière nous. Il y a eu un confinement très strict en mars 2020. Les salles de sport sont fermées. Beaucoup de personnes sont en télétravail. Peut-être même qu'on va reconfiner. Cette année d'enfermement, quelles conséquences elle a eu sur les Français, sur la santé des Français? On ne peut pas voir que les aspects négatifs. Il y a eu des aspects positifs aussi. Les aspects positifs, ça a été le fait que les enfants ont été beaucoup plus présents avec leurs parents. Donc ça signifie que ça a renforcé les liens familiaux. En même temps, ça a responsabilisé les parents vis-à-vis des études des enfants et peut-être qu'il y avait moins de relâchement au niveau des devoirs, au niveau du suivi de l'activité intellectuelle. Et puis la troisième chose, plus anecdotique, c'est que les enfants ont passé plus de temps chez eux, ont vécu à des horaires qui n'étaient pas forcément ceux des temps scolaires. Ça, c'est quand même une part d'aspect positif. À côté de ça, il y a les aspects négatifs. Évidemment, plus de sédentarité, sauf pour les parents qui avaient à cœur de faire pratiquer un peu d'exercice physique à leurs enfants à la maison, voire à l'extérieur pendant quelques moments. La deuxième chose, ça a été les aspects psychologiques. Il y a eu une notion d'enfermement. Il y a eu aussi une anxiété qui s'est développée chez les enfants parce qu'ils n'ont pas tous compris la nature de ce virus, l'impact que ça avait, les conséquences que ça avait. Donc psychologiquement, on a eu beaucoup de dégâts. Enfin, concernant le retard scolaire, la présence des camarades et de la collectivité en termes éducatifs est un élément important. Donc ça a eu aussi des conséquences négatives. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec probablement des enfants, même si en France ça s'est mieux passé que dans d'autres pays, avec des enfants qui ont un peu de retard par rapport aux enfants des autres générations. Et sur la pratique du sport, une fois que les écoles sont fermées et qu'il n'y a plus cours de PS, ce n'est pas forcément juste entre les enfants qui ont un jardin, qui peuvent courir dehors, et les enfants qui étaient dans des appartements pendant ce confinement-là. Quelle est l'importance en fait, dans la croissance d'un enfant de la pratique du sport? C'est majeur. C'est majeur non seulement pour le développement à court terme, ça veut dire que l'ossification, elle se déroule aussi, l'ossification, c'est-à-dire les os, la croissance des os, elle se passe aussi au travers de l'activité physique. Ce qu'on a démontré depuis longtemps déjà, c'est que la mobilité entraîne une meilleure ossification. Donc pour la croissance des enfants, c'était fondamental. La deuxième chose, c'est l'activité musculaire. Ça veut dire que pareil, en termes de développement musculaire, un muscle, ça a besoin d'être étiré, donc ça a besoin de bouger. Donc à partir du moment où il y a plus de sédentarité, la croissance musculaire aussi, elle ne se fait pas de la même façon. Et puis, il y a la notion d'endurance et puis la notion d'habitude. Ça veut dire, à l'école, on essaye de donner une pratique sportive ou une pratique d'éducation physique assez régulière. Là, elle pouvait être perdue. Et puis, l'endurance, ça veut dire qu'effectivement, sur un temps aussi court, les enfants à l'école font une activité physique dans la mesure où, même dans la cour de récréation, quand ils courent les uns après les autres, c'est une activité physique. À moins de courir autour de la table de la salle à manger, c'est un peu compliqué. Donc oui, c'est une pénalité. Clairement, ça fera partie dans le futur des conséquences qu'on doit envisager sur l'affaire Covid. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, adulte comme enfant, quand on n'a pas forcément les clés? Est-ce que juste marcher, ça peut suffire pour garder... C'est le premier des exercices physiques. On parle tout le temps d'activité physique, on confond l'activité physique avec la gymnastique et le sport. Non, l'activité physique, c'est faire bouger un muscle. Ça veut dire le mettre en mouvement. Il faut rappeler comment ça marche, un muscle. Un muscle, ce sont des fibres qui glissent les unes sur les autres et qui se remplissent au moment où on les étire avec un peu d'eau. Donc oui, effectivement, il y a eu cet aspect-là qu'il fallait prendre en compte aussi. Oui, puis c'était aussi le moyen de sortir un peu dehors. On a vu pendant le premier confinement qui était plus strict, beaucoup de gens se mettre à la course. Donc, peut-être oui, enfin c'était un moyen détourné de sortir un peu plus, mais il faut le faire quand même. Ceci étant,
pour les amateurs d'écran, on a eu à un moment donné une pléthore de cours de coaching qui consistent à bouger sur place, à faire des étirements, etc. C'était pas mal aussi, il fallait le faire en groupe avec les parents. Oui. Et alors, on va bien à un moment donné sortir de cette situation, J'espère. on l'espère, même si ça prend du temps. Après une longue période sans activité physique, ou en tout cas, quand par exemple, on avait l'habitude de faire du sport très régulièrement en salle, puis après, voilà, on a eu un peu la flemme même de sortir courir ou quoi. Comment s'y remettre en fait? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? On est rouillé. En fait, c'est un peu comme un moteur qui nécessite d'avoir un petit peu de facilité à démarrer. Donc, on est rouillé. Tous les gens qui ont repris une activité physique après l'avoir démarré, ils se sentent plus fatigués que d'habitude, ils ont moins d'endurance, bref, ils souffrent plus. Donc, en fait, il faut le faire en douceur. On rappelle quand même que l'échauffement, toujours pour reprendre l'exemple de la fibre qui glisse l'une sur l'autre, l'échauffement en termes physiques est extrêmement important. Les sportifs le connaissent. L'échauffement, c'est commencer à faire monter un peu la température du corps. C'est un indicateur qui permet aux muscles de consommer plus d'oxygène et donc d'être plus efficaces. Et en même temps, ça permet d'entraîner la fibre à glisser l'une sur l'autre. Donc, c'est extrêmement important d'aller doucement au démarrage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reprendre brutalement au début. Il faut reprendre avec progressivité en sachant que la plupart du temps, on reprendra l'activité physique au même stade que celle où on l'avait arrêtée. Voilà. C'est qu'on ne perd pas le... Non, on ne perd pas. On va mettre un peu plus de temps à récupérer. Et puis, il va y avoir les ambitieux, ceux qui vont se dire, alors il faut démarrer très très vite pour que ça marche. Ça, c'est une mauvaise technique. C'est là où on risque l'accident. Et l'accident, en termes sportifs, il est doublement pénalisant. D'abord, il y a l'accident et ensuite, il y a le fait que ça immobilise pendant un moment. D'accord. Et pour les parents qui n'ont pas forcément d'astuces pour aller faire du sport à leurs enfants, qui les voient un peu trop devant la télé, est-ce que vous aurez des petits conseils peut-être Il faut les épuiser, mais il faut les épuiser tout simplement. Vous les mettez face à un écran avec quelqu'un qui donne un cours de fitness, de gym, etc., d'entraînement sur place, et il faut les épuiser. Mais c'est là où on retrouve un rôle éducatif. Il est positif si les parents s'intéressent à leurs enfants. Il est négatif si on laisse l'enfant livrer à lui-même, parce que la facilité pour lui, ce sera évidemment de retrouver son téléphone, sa tablette, son ordinateur pour être hypnotisé en quelque sorte par l'écran. Et c'est ça qu'il faut arrêter de faire et c'est ce qui menace la nouvelle génération. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Vous restez avec nous en plateau. Allez. Là, on va partir au centre de formation des Metropolitans 92. Eux, ils n'ont pas eu de problème puisqu'ils sont dans un centre, ils sont en sport-études. Nous allons à la rencontre de futurs basketteurs professionnels. Ici, les élèves sont hébergés dans un centre qui a été inauguré en 2020. Et on a suivi Bilal Koulibaly, qui est un des élèves prometteurs de l'équipe U18. Est-ce qu'on peut lever la main, s'il vous plaît? Oui, Philippe. Oui, on a parlé de exactement, et les mains, c'est sur le nez. C'est la dernière fois que je le dis. Dans cette classe de seconde générale du nouveau lycée de Boulogne se trouve un élève pas comme les autres. Je m'appelle Bilal Koulibaly, j'ai 16 ans et je suis au Metropolitans 92. Bilal fait partie des jeunes espoirs du Metropolitan 92. C'est l'un des clubs de basket les plus connus d'Île-de-France. Plusieurs fois par semaine, il s'échappe un peu plus tôt de classe pour partir s'entraîner. Moi, j'ai commencé le basket en CM1, ça veut dire dans un autour de 9 ans, on va dire. Ce midi, Bilal peaufine ses enchaînements sous l'œil vigilant de son coach. Et depuis cette année, il peut rentrer se reposer au centre de formation, inauguré la saison dernière, à quelques minutes du gymnase. Bienvenue au centre de formation des Metropolitans. Là, c'est l'espace de vie commun, avec, vous voyez, nos stagiaires qui sont en train de se défouler au baby-foot, alors que normalement, ça devrait être dans les études, mais bon, il y a un temps pour tout. Et puis après, je vais vous faire découvrir une chambre aussi. Suivez-moi. Oui. Merci, Patrick. Ils sont hébergés ici, 2 par chambre à chaque fois, et on a la capacité de recevoir 16 garçons. Chaque élève peut personnaliser son espace pour se sentir chez lui. Les lits, eux, sont sur mesure. 2 mètres à 2,20 mètres pour pouvoir s'adapter au gabarit des joueurs. Et tous les soirs, on récupère leurs ordinateurs, leurs téléphones portables, les tablettes,
à 22 h pour qu'ils puissent se concentrer sur la récupération et pouvoir dormir. L'avantage pour nous d'avoir le centre de formation ici, c'est qu'on a tout dans un espace de 15 minutes maximum. Donc les garçons sont scolarisés au lycée du Trapèze qui est à 10-15 minutes. Le gymnase de la biodiversité est à 2 minutes du lycée. Donc ils peuvent revenir le soir, faire le devoir. Donc ça leur prend, ils ont 30 minutes de trajet par jour, ce qui est très peu. Quand ils ont 15-16 ans et qu'on les recrute, le projet il est très simple, c'est un double projet. Je veux dire, le projet scolaire est aussi important que le projet sportif. Le scolaire doit les rattraper, ou en tout cas leur permettre d'avoir une situation sociale et un travail plus tard que le basket ne pourra plus leur donner. On se sert du basket comme stimulateur pour les faire avancer à l'école. On n'a pas trop de soucis par rapport au niveau scolaire des garçons qui sont quand même des élèves corrects. Il y en a un ou deux qui ont quelques soucis, mais on a mis en place un soutien scolaire. Et donc, ils ont rattrapé leur niveau, parce qu'ils peuvent faire des efforts et ne pas y arriver. Mais ceux qui ne font pas d'efforts et qui n'y arrivent pas, ils seront sanctionnés au niveau basket, et notamment au niveau de la compétition. Ma première priorité, c'est la formation. Quand mon équipe rentre sur le terrain, elle est là pour gagner. Mais si elle ne gagne pas, et que mes garçons ont appris et qu'ils ont progressé, ça me convient tout à fait. Ce soir, Bilal a rendez-vous avec le médecin du club pour son check-up régulier. Un peu début de la semaine là, mais ça va. Et les espoirs? Ouais. C'était tout ça? C'était tout cela. Je m'occupe de toute la partie soins, suivi, développement. Pour Bilal, c'est assez particulier, hein. C'est un jeune qui est en pleine croissance. Coup, tout ça, impec. J'ai grandi d'un coup, j'ai pris 20 cm en 2 ans. Puisqu'il avait le polo du début d'année, on avait l'impression que c'était le polo de son petit frère. Franchement, c'était chaud au début. Hein. J'avais la fatigue, mal au dos, mal aux genoux, partout. Mais au bout d'un moment, on s'habitue. Top. Son développement se passe bien, on suit son alimentation. Il y a des bilans biologiques aussi qu'il est important pour nous de suivre. On est très à l'écoute des signes, de la fatigue, des choses comme ça. Et on va adapter le rythme d'entraînement, puisque vous savez qu'il s'entraîne sur 2 niveaux différents. Une fois avec les U17, d'autre part avec les espoirs. Donc si le rythme d'entraînement devient trop dense ou quoi, on discute pas mal et on essaye de l'adapter pour faire au mieux pour lui. Tous les soirs, vers 20 h, des repas équilibrés sont servis aux apprentis. Et pour Bilal, c'est l'occasion de relâcher la pression. Je trouve que c'est cool de vivre avec des jeunes de son âge comme ça. On grandit tous ensemble, on vit ensemble. Il a à peine 16 ans et pourtant, l'adolescent a déjà la chance de pouvoir aller s'entraîner avec les jeunes espoirs du U21, de 5 ans ses aînés. Je joue avec des plus grands quand même, mais pour moi, il n'y a pas d'âge au basket. Hein. C'était bon, c'était pas bon. Je reste dehors. Mais franchement, c'est naturel quand je vais là-bas, hein, parce que c'est une habitude en fait. Même l'année dernière, j'avais commencé un peu à m'entraîner avec eux, parce que c'est devenu naturel. Alors Bilal, lui, fait partie des U18, donc il est dans la catégorie en dessous, mais c'est un garçon qui a du potentiel. Et ça, pour nous, on arrive à se projeter dans les années futures, donc ça, c'est très important. Et à mon sens, c'est un avis qui n'engage que moi, le talent n'attend pas. Donc on va essayer de le lancer rapidement avec les espoirs. Grâce à tous les membres du centre de formation et à un entraînement rigoureux, Bilal rêve de pouvoir un jour dribbler avec les meilleurs. Finir professionnel, soit ici ou en NBA aux États-Unis. C'est le plus impossible. Hein. C'était un sujet d'Estelle Walton, Geoffrey Ramanan Jaona et Somani Okuku. Allez les U18, on va rester dans le basket avec l'arrivée de notre prochaine invitée. Elle arrive, Emeline Ndongue. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous avez été basketteuse professionnelle pendant 15 ans. Vous avez fait partie de l'équipe de France de basket, 5 fois championne de France, vice-championne d'Europe, championne olympique. Vice-championne olympique, oui, je l'ai dit. Vous êtes actuellement membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Et paralympique. Et paralympique, je l'ai noté. J'y tiens. J'aimerais d'abord savoir une petite question comme ça pour un peu mieux vous connaître. D'où vous vient votre passion pour le sport ? Depuis toute petite. En fait,
Alors pour le sport de façon générale, pour le basket en particulier, ce sont mes parents qui, quand j'avais 5 ans, ont inscrit tous mes frères et sœurs au basket. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une petite ville et que c'était le Sportco, la sauce qui était là, qui était présente. Et il s'avère que j'ai tout de suite adoré ça. J'ai aimé jouer, j'ai aimé partager, j'ai aimé me défouler. Et puis ensuite, j'ai fait plein d'autres sports, notamment grâce à l'UNSS en sport scolaire. J'ai fait du hand, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la natation, de la gymnastique, de la GRS. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer mon gabarit en GRS. Et en fait, j'ai ce besoin de me défouler et j'aime m'amuser, tout simplement. Et justement, oui, vous avez fait un parcours sport-études, notamment en année de première. Alors, ouais, j'ai eu un parcours un peu... Petit souci technique. Ça arrive. Ça arrive. Les frottements sur la veste. Je peux enlever la veste s'il faut. Oui, il me semble que la veste. Ouais, je vais enlever la veste. Hop, ça va être le plus simple. Oui, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai été repérée tardivement. En fait, j'étais en sélection régionale relativement tôt, mais en ce qui concerne une sélection nationale, ça a été beaucoup plus tardif. Et donc, j'ai intégré un sport-études effectivement à Chalon-sur-Saône sur mon année de première. Et puis ensuite, j'étais en centre de formation sur mon année de terminale à Bourges. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de pouvoir faire ce double cursus sport et études ? C'est génial. C'est génial ? C'est génial parce que, alors, moi, à ce moment-là, je ne voyais pas le basket comme quelque chose que je voulais faire en tant que professionnelle. Moi, je m'amusais. J'avais des amis sur le terrain, j'avais des consignes que j'exécutais, j'avais un rôle qui me permettait aussi de m'apprécier en tant que femme et d'apprécier mon corps, tout simplement parce que je trouvais une réelle place sur le terrain. Et donc ça m'a aussi aidée à me développer personnellement. Et en fait, moi, je jouais, je m'éclatais, je progressais et c'était super. Et après, j'ai juste eu cette opportunité-là. Et quand j'ai eu la première opportunité du centre de formation, je me suis dit, ah ben en fait, peut-être que je peux pousser, monter d'un cran et aller à Bourges. Et en allant à Bourges, c'était être avec l'équipe pro, c'était s'entraîner avec les pros. Et c'était un niveau supérieur à une période où j'étais quand même en terme, où les études étaient hyper importantes et où pour moi les études en plus étaient très importantes parce que je voulais être prof de maths moi à la base et non pas basketteuse professionnelle, voilà. Changement radical. Changement radical. Quoique dans l'analyse, c'était hyper important. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une chance, une opportunité de pouvoir allier les deux, de pouvoir aménager le temps scolaire pour pouvoir pratiquer et en même temps de savoir et de garder ce temps scolaire très important parce que ça nous permet de garder les pieds sur terre et ça nous permet d'envisager aussi le futur, l'après, parce que le basket, comme tous les autres sports, ça dure un temps, mais pas toute la vie. Eh bien, on va voir un petit sujet là pour le coup. Ce ne sont pas des professionnels, mais au lycée de Boulogne, ils pratiquent un sport pas comme les autres, qui est l'aviron en cours de PS. Ça fait 3 ans que ce cursus existe. Il a été créé en collaboration avec Cédric Coublan, qui est le directeur sportif du club d'aviron de Boulogne. Un reportage d'Estelle Walton, de Lounès Gramet et de Joseph Bantan. Le cours de sport, les élèves du nouveau lycée de Boulogne le passent sur la rivière. Ils pratiquent l'aviron, une discipline insolite mise en place il y a quelques années par le professeur Arnaud Fanchon. C'est par l'intermédiaire d'un parent d'élève qui était au conseil d'administration du lycée Jacques Prévert, dans lequel j'enseignais à ce moment-là. Et on a testé et ça s'est très bien passé. Et de fil en aiguille, on est parti sur des projets de rentrée pour faire découvrir l'activité à des élèves. Et puis du sport via l'association sportive, puis l'UNSS. Enfin, dans le nouveau lycée, des cours de PS. Souvent vu comme élitiste, l'aviron s'ouvre ainsi à de nouveaux publics. C'est une activité donc nautique qui développe à la fois l'effort, la cohésion, donc qui a un ADN qui permet en fait, qui véhicule des valeurs qu'on cherche à développer de toute manière chez les élèves. Et le fait de faire ça proche du lycée, on est à une vingtaine de minutes à pied, il y a une opportunité très forte de la promotion de cette activité-là par le club. Avec chaque coup de rame, les élèves développent leurs muscles, mais surtout leur esprit d'équipe.
Car s'ils s'entraînent aujourd'hui en solo, c'est ensemble, sur un même bateau, qu'ils disputeront le championnat. Un vrai moment d'éducation. La cohésion d'équipe, on est sur le goût de l'effort, des valeurs en fait, qu'on va retrouver dans toutes les autres disciplines qu'on peut apprendre au lycée. Clairement, hein, vous êtes dans un bateau de 5, s'il n'y a pas un minimum de cohésion, le bateau n'avance pas et vous êtes pénalisés tous les 5. Mais apprendre en conditions réelles n'est pas toujours facile. Et demande beaucoup de préparation. Chaque semaine, les lycéens s'entraînent sur des rameurs mécaniques pour développer leur endurance et leur constance dans l'effort. Là, la cadence, c'est bon. Mais toute la régularité, il n'y est pas. Du coup, ça veut dire que tu ne travaillais pas à la bonne intensité de départ, qui te permettait en fait de faire tout le travail régulier. Ouais, mais... Estelle Catin-Masson est championne du monde d'aviron. Elle est venue prêter main forte à Monsieur Fanchon pour encadrer le projet. Le fait d'avoir fait de l'aviron pendant maintenant plus de 12 ans fait que du coup j'ai de l'expérience dans cette activité. C'est une activité qui est très peu connue. C'est intéressant pour la structure d'avoir un enseignement performant là-dedans. On recherche avant tout des élèves motivés qui veulent mener un double projet scolaire et sportif, performer à la fois dans l'aviron, parce que c'est ce qui est recherché, et aussi au niveau scolaire. Le programme a déjà donné naissance à quelques talents et devrait se développer dans les années à venir. Alors, nous avons avec nous en connexion, normalement, les élèves qu'on a vus. Ah bah, ils sont là. Bonjour à tous, vous nous entendez bien? Oui. Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose? Peut-être ils nous font une blague. Non. Ah, super, je vous entends. Est-ce que la demoiselle qui est tombée dans la Seine est là? Non. Dans le reportage, non. Bon, en tout cas, ça ne vous a pas découragé, vous, à continuer l'aviron? Non. Qu'est-ce que ça vous apporte de pouvoir pratiquer ce sport? Parce que vraiment, moi, au lycée, c'était foot et endurance, hein. Il n'y avait pas d'aviron. Ça nous apporte d'avoir une activité sportive sur la semaine, en plus des sports extrascolaires qu'on peut faire, nous, par passion. Oui, voilà, à côté. Et, en même temps, oui, ça nous apporte aussi d'être dans la même classe chaque année et toujours être avec les mêmes amis sur le plan scolaire. Ah, j'avais pas pensé à ça, au côté on peut rester entre nous. Et qu'est-ce que ça il a de spécial, ce sport, l'aviron? Oui. C'est pas un type de sport qu'on fait habituellement. C'est vrai que souvent ça tourne autour du basket, du hand, du badminton. Là déjà c'est dans un contexte où on rame, donc c'est plus du tout le même type de sport. Et puis c'est vrai que c'est particulier. On fait pas ça tous les jours. C'est pas habituel de faire des sports scolaires sur l'eau. Je sais qu'en Bretagne, ils peuvent passer le bac de surf, mais bon, il n'y a que là-bas. Au moins, ici, on a la Seine et j'aime bien ramer. Et ça fait combien de temps que vous pouvez faire de l'aviron? Vous, chacun? 2 ans. Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans? Le programme est assez récent, du coup, nous, vu qu'on vient directement du lycée, on en fait depuis tous environ 1 ou 2 ans. Depuis qu'on est rentré au lycée. Mais après, il y a par exemple Louise qui était au club avant. Mmh. Oui. En tout cas, on voit là les quelques images. Pour les cadreurs, c'était pas forcément évident de vous filmer sur l'eau. Et effectivement, oui, c'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir. Vous allez continuer encore après, même peut-être après le bac? Oui. Pourquoi pas? Oui. Ah, pourquoi pas? C'est un peu hésitant. Si on a assez le temps, ouais, moi si je peux continuer à faire du sport et les études en même temps, je veux bien. D'accord, et bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous pour peut-être, je ne sais pas si vous avez une petite question à leur poser sur l'aviron. Non, pas de question. Je trouve que c'est un sport particulièrement complet. Ça veut dire intensité de l'effort, cadence, développement du haut et du bas du corps. Donc c'est un sport particulièrement complet. Alors ils auront des belles épaules, je les félicite pour plus tard. Vous allez pouvoir porter des meubles lourds, nous aider vos potes à déménager. Ouais, je voulais simplement rebondir sur le fait que oui, vous aurez le temps de faire à la fois du sport, de l'aviron si vous choisissez l'aviron et de continuer vos études. Il faut le trouver.
mais ça vous fera du bien. En plus des fêtes, quand on pourra à nouveau faire des fêtes d'étudiants, pouvoir faire de la pratique sportive, pouvoir se retrouver. En plus, l'aviron, ça a cette particularité d'être à la fois un sport indiv et un sport co. Et je pense que vous apprenez aussi en le faisant en sport co. C'est un moment qui est hyper sympa. Donc, si ce n'est pas l'aviron, tant pis, mais s'il vous plaît, ne sacrifiez pas votre pratique sportive au nom des études parce que ça vous fera du bien de vous vider la tête quand vous aurez passé des heures et des heures assis en amphi ou en train de réviser. Ça vous fera du bien de faire autre chose, de vider votre tête et de récupérer un peu d'énergie. Parce que quand on fait du sport, on récupère aussi de l'énergie. Mais il faut rappeler que le sport, c'est 3 critères très importants. L'immunité, on a une meilleure immunité quand on fait du sport. Le psychisme, on a une plus forte résistance aux états mélancoliques et au stress. Et la 3e chose, c'est le système cardiovasculaire, puisque la circulation du sang, l'activité cardiaque sont protégées. Donc, et en plus, on a une belle allure. Et surtout en ce moment, les études, se sont compliquées, les étudiants qui sont en télétravail. Alors moi, je me souviens quand j'étais jeune interne, j'avais un patron qui me disait à l'époque, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réviser, puis pour arriver à l'hôpital, tu vas venir en courant, ça te fait faire ton sport, tu seras en forme, et quand tu repars en courant, comme ça tu gagnes du temps en plus pour tes études. Donc non, il y a toujours le temps pour faire une activité physique, elle est bonne pour le psychisme et pour les études. Et surtout en ce moment, les étudiants en ont besoin de se faire du bien, de se faire du bien à la tête. Ouais. Et je confirme, moi qui ai un peu sacrifié le sport au début de mes études, alors que je faisais 4 heures de danse par semaine, c'était un peu difficile de reprendre. Alors voilà, ils sont partis, nos amis du lycée. Ah non, ils sont encore là. Merci à tous, merci beaucoup, je vous dis au revoir. Et bon courage. Et écoutez bien ce conseil, continuez le sport après les études. Et puis ils ont une chance inouïe, vraiment. Faire de l'aviron, c'est c'est ça, c'est que c'est rare et que c'est pas forcément accessible. C'est super. C'est pas accessible à tout le monde parce que ça coûte cher. C'est aussi un sport qui peut être pour des personnes privilégiées. Et j'avais une petite question pour vous. En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place entre des sportifs et des établissements scolaires? Alors oui, ce sont des choses qui sont déjà mises en place et il y en aura d'autres. Et plus on avancera vers les Jeux, plus il y aura justement d'actions comme ça entre les sportifs de bon ou de haut niveau et les établissements scolaires. Il y a déjà tout ce qui concerne le label Génération 2024 où l'ambition c'est de vraiment créer du lien entre les écoles, établissements et les associations sportives locales pour pouvoir pratiquer plus de sport et puis pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir faire découvrir, pour pouvoir ouvrir tout simplement les élèves sur d'autres pratiques. Et puis il y a également la semaine olympique et paralympique qui a lieu tous les ans fin janvier, début février. Cette année c'était la 5e édition et pendant cette semaine, l'enjeu c'est de montrer tout ce qu'on peut faire avec le sport, l'activité physique et sportive, l'EPS. Et c'est aussi d'avoir ces moments privilégiés de rencontre entre les sportifs, les athlètes olympiques, paralympiques et les élèves parce que ce sont... Mais comment ça se passe c'est des moments géniaux en fait, c'est des moments de partage. Alors parfois il y a de la pratique sportive, parfois il n'y en a pas, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en tant qu'athlète raconter son vécu, raconter son vécu de sportif, d'entraînement de tous les jours, de sacrifices parfois, mais surtout d'émotions, de joie. Toute l'équipe qui est avec nous, qui nous emmène, la fierté de représenter la France pour ceux qui ont la chance d'être en équipe de France, les défis parfois rencontrés, les éléments qu'on a pu surmonter et de pouvoir partager tout ça avec les élèves. C'est à la fois un moment plein d'émotions. Je pense que c'est un moment de partage important pour les jeunes parce qu'au-delà de la pratique sportive, il y a aussi plein de valeurs à véhiculer. Il y a aussi des liens à faire entre le plaisir qu'on a à pratiquer un sport, l'investissement qu'on met dedans, et puis à côté l'école, où on peut avoir un plaisir sur certaines matières et peut-être moins sur d'autres. C'est à partir de quel âge que vous allez voir même les tout petits les tout petits. Non, mais en plus, vraiment, c'est vraiment de la maternelle jusqu'à l'université, les grandes écoles. C'est tous les âges.
Et c'est canon. Les tout petits, quand on montre une médaille à un tout petit qui a 5 ou 6 ans, il dit « Ouais, mon tonton, il a gagné une médaille d'or ce week-end. » Oui, parce qu'il a joué au tennis et il a ramené une médaille d'or. Et en fait, c'est génial qu'il puisse raconter ça. Moi, je trouve ça... C'est inspirant, c'est rayonnant, ça fait du bien, tout simplement, ça fait du bien. Et puis, c'est aussi un moyen, cet échange avec les athlètes, et notamment les athlètes paralympiques qui sont en situation de handicap, c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut. Que le sport il est accessible. Alors que bien sûr, parfois, il faut mettre des choses en place pour pouvoir rendre ce sport accessible, mais on peut, et il y a de très très beaux exemples, et on a envie de montrer et de dire que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe comment on se voit, on a chacun un sport, une pratique qui nous correspond et qui peut nous aider à nous développer. Et ça, c'est hyper important. Il y en a qui, moi par exemple, mes pieds, un ballon de foot, il ne faut pas trop m'en demander. En revanche, on met un ballon n'importe quelle forme entre mes mains, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ne peuvent pas, dès qu'ils voient un ballon, se protègent tout de suite. Mais il n'empêche qu'en course, ils vont s'éclater, ou en natation, ou en badminton. Il faut trouver la pratique qui correspond et dans laquelle on s'éclate. Parce que c'est le plus important, c'est de prendre du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir, c'est compliqué derrière. Parce qu'il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande environ 60 minutes de pratique sportive minimum par semaine pour les ados. Mais on sait qu'entre 11 et 17 ans, il n'y a qu'un tiers des adolescents qui ont la chance, ou en tout cas qui peuvent faire ces 60 minutes-là. Est-ce qu'il ne manque pas au sein même des établissements scolaires du sport, des cours de sport? C'est pas par semaine, c'est par jour. C'est par jour, oui, pardon. Et en fait... Il y a déjà la pratique de l'EPS. C'est une des spécificités françaises. On a des cours d'EPS. Mais c'est de l'ordre de, oui, c'est ça, de 3 heures par semaine? C'est 3 heures par semaine. C'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle, avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et c'est bien que tout soit réuni, il a été mis en place cet appel à manifestation d'intérêt pour 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Pourquoi? Pour que les jeunes puissent prendre de bonnes habitudes, pour qu'ils soient dans des moments où ils peuvent manquer un peu de concentration, où ça commence à être un peu compliqué sur la journée, on va se défouler un peu et on retourne en cours derrière. Pour qu'ils prennent cette habitude de se mettre en mouvement. C'est ce que disait le professeur Cohen tout à l'heure. Il y a un besoin de se mettre en mouvement, de mettre les muscles en mouvement. Et c'est pas de la pratique sportive. C'est-à-dire que c'est pas du basket, c'est pas du hand, c'est pas du volley, c'est pas de l'athlé, c'est pas de la compète. C'est de l'activité physique. Donc c'est courir, c'est jouer, c'est lancer des objets. C'est de l'activité physique quotidienne. Je voulais vous faire réagir, je vais vous citer un exemple, je ne sais plus si ça se pratique dans les cantines, mais il y avait 2 jeux qui étaient pratiqués, la marelle, qui était un exercice de cloche-pied, de tourner autour de soi, et les cordes à sauter. Et comme les élastiques qu'utilisent les jeunes de temps en temps pour en faire un jeu, c'est de l'activité physique. C'est de l'activité physique. Ouais. Donc tous ces jeux, quand vous parlez d'activité récréative, oui, on peut justement, il faut distinguer l'EPS, l'enseignement physique, avec l'activité récréative qui permet d'avoir une activité physique et qui en plus stimule l'intérêt des enfants. Donc c'est plus rigolo d'aller jouer à la marelle que quand le prof exige qu'on fasse 2 tours de piste. Donc, mais c'est la même chose en termes de bénéfices. Donc il faut allier les deux. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être un dernier petit mot de votre part pour les jeunes qui ont envie de peut-être devenir professionnels. Est-ce que vous auriez un petit mot d'encouragement pour eux par hasard? Très simplement, prenez du plaisir d'abord. Si vous prenez du plaisir, vous allez persévérer. Et si vous persévérez, vous allez obtenir, toucher du doigt. Et le plus important, c'est d'avoir donné le maximum de ses capacités. On ne peut pas toujours y arriver. Mais prenez du plaisir d'abord, donnez le maximum, et puis après, advienne que pourra. Faites-vous des émotions, c'est cool. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre émission. N'oubliez pas, ça vous concerne, décrypte les rouages d'un monde qui change. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez dès demain en replay et très belle journée à vous.